La gueule de l'emploi, présentée par Caroline Cabot. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Caroline et je suis ravie de vous accueillir dans La Gueule de l'Emploi sur Radio JM, une émission hebdomadaire pour parler de l'emploi et faire rayonner les entreprises de notre magnifique territoire. Alors aujourd'hui j'ai la grande chance d'accueillir la société IMCheck Thérapeutique, incarnée par son CEO Pierre Despnous. IMCheck Thérapeutique qui est donc une société dans la biotechnologie qui a été créée à Marseille en 2015 par le professeur Daniel Olive, professeur retraité de l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale et de l'AMU, ex-Marseille Université, et pratiquant à l'Institut Paoli Calmette, et donc qui souhaitait, au travers de ce projet, pouvoir démontrer chez l'homme l'impact de ses travaux de recherche dans la lutte contre le cancer. Pierre, un grand merci d'avoir accepté de participer à cette émission pour nous parler plus en détail d'IMCheck, de ses enjeux, mais également plus globalement des défis des startups en biotechnologie et de la qualité et du poids des acteurs de ce secteur ici à Marseille, secteur dont on n'a pas toujours conscience dans notre écosystème. Donc Pierre, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a une question qu'on aime bien poser nous dans La Gueule de l'Emploi, c'est justement votre premier emploi, pour comprendre un peu d'où viennent nos invités. Donc Pierre Despnous, CEO de IMCheck Thérapeutique, quel a été votre premier job et quels sont les apprentissages qui continuent de vous servir à ce jour ? C'est une très très bonne question. J'ai 57 ans et mon premier job, je l'ai démarré à 27 ans. Donc vous ferez le compte, et donc il y a exactement 30 ans, je démarrais ma carrière dans l'industrie pharmaceutique en étant envoyé par le laboratoire Merck au Vietnam, à Saigon à l'époque, pour fonder l'IFA Merck, l'IFA étant une filiale de Merck à l'époque, le groupe Merck dans son ensemble, au Vietnam, au Laos et au Cambodge. Donc j'ai démarré à 27 ans, je suis arrivé avec mes 2 grosses valises noires, je m'en souviens encore, sur le tarmac de Saigon, avec tout à faire. Donc ça a un lien avec ce dont on va discuter aujourd'hui. J'ai pas inventé la start-up, donc on est en 80, à l'époque en 94, 95, mais ça y ressemblait déjà beaucoup. Ouais. Et donc quels sont les apprentissages que vous en avez tirés ? Très certainement le sens de la construction de l'entrepreneuriat d'une manière générale. Donc construire, sans arrêt tester, réussir ou échouer et continuer. Et continuer et rien lâcher. Donc Pierre, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'IMCheck Thérapeutique, une biotech marseillaise qui a levé plus de 154 millions d'euros, c'est quand même un chiffre à noter, pour développer des traitements innovants contre le cancer. Pour autant, IMCheck, c'est une société qui ne vend rien. Qu'est-ce que cela veut dire et comment fait-on pour lever autant de fonds quand on n'a rien à commercialiser ? Alors, j'avoue que le modèle peut être déstabilisant. Alors, nous sommes une société de recherche. Donc, notre mission, elle est d'imaginer, de concevoir, de développer des thérapies innovantes. Dans notre domaine, on va en parler, celle du cancer, mais pas que. On va aussi parler de maladies auto-immunes et de maladies infectieuses. Mais voilà, le cœur de notre réacteur, c'est un groupe de chercheurs et de personnes dans le monde de la finance, de la stratégie, etc. Avec la mission de développer les médicaments du futur. Et donc, à ce titre, la route est longue. Elle est semée d'embûches, elle est très incertaine, on va certainement en parler, et jusqu'à ce que vous ayez obtenu, disons, le droit ou la chance de pouvoir transformer tout ce travail en un médicament, il se passe entre 10 et 15 ans. Et certes, nous avons levé 154 millions. D'ailleurs, nous avons levé quasiment 180 millions parce que nous avons aussi été, nous sommes une société du France 2030, donc on a réussi à obtenir 20 millions de l'État français pour nous soutenir, en plus des 154. Donc, ce long travail se transforme et permet la commercialisation d'un médicament au bout du compte. Mais c'est long et c'est cher. Alors justement, peut-être pour qu'on soit tous sur le même niveau de compréhension autour de cet échange, revenir sur quelques clarifications. Qu'est-ce qu'on entend par biotechnologie ?
Alors, biotech, biotechnologie, biotech, sont c'est la science du vivant. Donc, l'utilisation de la biologie, pas par opposition à la chimie, parce qu'on peut voir des alliances, des associations entre les deux mondes, mais notre monde, c'est celui de la biologie. Et donc, plus particulièrement dans l'univers d'ImCheck, celui des anticorps thérapeutiques. Donc, nos candidats médicaments sont des anticorps qui, une fois administrés chez nos patients, enfin chez les patients qui bénéficient des traitements, déclenchent toute une cascade biologique, donc du domaine vivant, des cellules, et dont le but est de détruire les cellules cancéreuses, qu'elles soient d'origine dite liquide, donc les cancers hématologiques, comme les leucémies, mais également les cancers dits solides, qui sont des cancers des organes, le sein, l'estomac, le côlon, le poumon, etc. Et donc vous parlez d'anticorps, est-ce que c'est justement là-dessus que repose ce qu'on va appeler les immunotechnologies ? Les immunothérapies. La technologie dans notre domaine, c'est vraiment l'anticorps lui-même, et l'immunothérapie, c'est l'utilisation de ces anticorps, comme je l'expliquais, pour combattre les cellules cancéreuses. Alors l'immunothérapie, c'est la mobilisation, l'utilisation du système immunitaire. Dans le domaine de traitement du cancer, successivement, vous avez eu l'arrivée des traitements par radio, les rayons, puis la chimiothérapie, donc les médicaments chimiques, qui ont tendance, les deux marchent, mais ont tendance déjà à détruire au-delà des cellules cancéreuses, beaucoup d'autres cellules viables et nécessaires pour l'organisme, mais avec encore beaucoup d'échecs. Puis est arrivée l'ère de l'immunothérapie, où donc, comme je l'expliquais, l'idée est d'utiliser le système immunitaire pour combattre les cellules cancéreuses. Alors c'est un monde extrêmement complexe. L'immunité, ce sont des milliers d'années d'évolution. Chaque être humain possède son propre système immunitaire, et même si on essaye de créer des traitements qui peuvent être disponibles pour tout le monde, c'est encore un monde assez complexe, oui. Est-ce qu'on a une idée de la taille de ce secteur en France ? Sur la biotechnologie, justement. Alors, dans le monde, j'ai pas les chiffres exacts français récents, mais dans le monde, on considère que l'univers de l'immunothérapie du cancer, c'est de l'ordre de 130 milliards de chiffre d'affaires annuel. On estime que à l'horizon 2033, on sera probablement autour de 300 milliards. Donc c'est un marché absolument gigantesque, absolument, et qui est en pleine expansion, et notamment parce que les avancées avancent, que les médicaments sont de plus en plus à la fois précis et efficaces, et puis que de nouvelles approches technologiques viennent accompagner. Alors, nous, on fait des anticorps, mais vous avez d'autres approches qui seraient un peu longs et compliqués d'expliquer, mais qui permettent aussi d'enrichir l'arsenal thérapeutique de l'immunothérapie. Donc énormément d'emplois à imaginer d'ici 2033 autour de ces sujets. Complètement. D'ordre traditionnel pour moi, qui vient d'un monde de la pharma d'il y a longtemps et qui continue à l'accompagner, mais tout ce qui est recherche, donc ingénieurs, techniciens, chercheurs, scientifiques, juniors, seniors, etc. Tout ceci sont des métiers d'avenir. Viennent se rajouter dessus aujourd'hui de plus en plus tous les métiers de l'intelligence artificielle, et notamment dans le domaine de ce qu'on appelle la translationnelle, c'est-à-dire l'utilisation des informations des patients pour
alimenter la réflexion, la recherche et faire évoluer les traitements du futur. Donc un lien permanent, une espèce de cercle vertueux entre les données qui sortent qu'on peut extraire des patients et qu'on peut utiliser et réinjecter, si je peux dire, dans le développement des médicaments du futur. Et alors pour qu'on puisse peut-être bien comprendre et mesurer l'importance de ces acteurs, comment est-ce que toutes ces avancées vont pouvoir transformer la médecine telle qu'on la connaît aujourd'hui ? Alors, vaste question. Ouais, alors, donc c'est la boule de cristal. Imaginez à quoi ressemblera le traitement du cancer ou de l'immunothérapie du cancer dans 10, 15, 20, 50 ans. De répondre à la question, le cancer sera-t-il éradiqué ou certains types de cancers seront-ils éradiqués à tel ou tel horizon? Franchement, je me risquerais pas à répondre à cette question, et même les plus grands spécialistes ne le font pas. On peut, en revanche, assez facilement imaginer que les traitements vont être de plus en plus efficaces, de plus en plus précis, disons de plus en plus personnalisés. Ils vont très certainement faire appel à des combinaisons. C'est-à-dire qu'un traitement miracle qui guérit tout, personnellement, j'ai du mal à l'y croire. Je pense que c'est la combinaison et la synergie entre différentes approches et différentes technologies ou biologies qui vont probablement gagner le match. Mais à savoir à quel horizon et dans quelles indications spécifiquement, en revanche, c'est compliqué. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que si vous regardez, par exemple, le sujet dont on parle beaucoup en ce moment, et à raison, le cancer du sein, si vous regardez la prise en charge et le taux de succès des traitements du cancer du sein il y a 30-50 ans et aujourd'hui, on espère que dans 30-50 ans, on observera les mêmes taux de succès, malgré des situations qui restent encore trop compliquées pour trop de patients. Merci beaucoup en tout cas pour ces éclaircissements, Pierre Despnous, CEO d'ImCheck Thérapeutique. Donc si on se refocalise justement sur l'entreprise, quelle est aujourd'hui la mission fondamentale d'ImCheck et quelles sont peut-être les avancées que vous avez pu connaître dernièrement ? Alors la mission, elle est très claire. Un médicament pour lutter contre une indication spécifique, et là notre candidat le plus avancé, il est dans une certaine forme de leucémie, d'ici 2030. Donc notre mission, les 50 personnes qui composent la société dans son ensemble et nos investisseurs sont tous focalisés sur cet objectif. Plus si possible, mais au moins cet objectif. Un médicament d'ici la fin 2030. Donc ça c'est notre objectif, notre mission. De quoi est-ce que vous avez besoin aujourd'hui pour y arriver et pour continuer ? Alors, vraiment de trois choses, pour dire les choses très simplement. Un, de data, de données. Donc la donnée, c'est sans arrêt imaginer, concevoir les thérapies, pouvoir les offrir et avoir le droit de les offrir aux patients, parce qu'on savait qu'on est dans quand même un contexte réglementaire extrêmement contraint et à raison dans notre domaine. Donc de la data. Dans un premier temps. Deuxième temps, c'est malheureux de le dire comme ça, mais c'est une réalité des fonds, du cash, pour pouvoir alimenter cette recherche qui est très coûteuse. Et enfin, du soutien. Et le soutien vient à la fois de nos investisseurs, mais également de l'industrie, alors d'abord du monde académique, avec lequel nous sommes très proches. Vous l'avez cité, Daniel Olive est le fondateur de la société, c'est un académique. Nous avons des collaborations académiques à travers le monde. Nous, évidemment, collaborons avec des centres d'investigation clinique. À Marseille, l'Institut Paoli Calmette, en premier lieu, l'Institut Gustave Roussy à Paris, mais en Europe, dans d'autres pays et aux États-Unis, dans les plus grands centres. Et l'industrie. Vous l'avez dit, nous ne vendons rien. Peut-être qu'un jour, si on en gagne le droit, nous commercialiserons nos thérapies. Il y a de plus grandes chances que l'industrie vienne à un moment, des grosses pharma, s'intéresser à nos travaux, et considère que les résultats sont suffisamment matures pour enclencher une collaboration, un partenariat, une alliance pour aller ensemble plus loin.
Alors justement, vous le mentionniez tout à l'heure, un cycle peut prendre 10 à 15 ans. C'est vrai que le monde de la recherche est un environnement qui est très spécifique. Est-ce que pour qu'on puisse un peu mieux comprendre et se projeter avec vous dans votre quotidien, vous pourriez peut-être nous décrire, nous expliquer comment se déroule le quotidien de vos équipes et nous expliquer le processus pour qu'un jour ces traitements soient accessibles aux patients? Ok. Nous avons 4 heures. Donc non, mais parce que vous, à la fois le quotidien et puis la mission dans son ensemble. Alors le quotidien, d'abord la société ImCheck est composée d'une 50aine de personnes. Elle est très majoritairement composée j'allais dire de cerveau, c'est-à-dire de scientifiques, qu'ils soient scientifiques seniors, juniors, que ce soit ce sont des ingénieurs, des techniciens, etc. Donc il y a un laboratoire chez ImCheck. Donc tous ces gens, au quotidien, conçoivent des expérimentations, les réalisent, analysent leurs résultats et sans arrêt permettent de faire évoluer nos travaux. Alors, dans nos équipes de R&D, il y a la R et il y a la D. Donc la R, c'est vraiment la partie recherche. Alors on fait pas de recherche fondamentale chez ImCheck, mais on fait on teste des modèles, on conduit des expérimentations, disons in vivo, donc au laboratoire. Et vous avez la partie D, qui est la partie développement, dans notre jargon développement clinique. C'est une équipe qui est au service des centres d'investigation clinique, donc l'Institut Paul Ecamet par exemple, recrute des patients dans les études que nous lançons, et un certain nombre d'informations, il y a des échanges entre nous et les cliniciens du monde entier pour d'abord créer le design des études cliniques, être sûr qu'on recrute les bonnes personnes, qu'on offre la thérapie aux bonnes personnes, et que on gère tout le processus réglementaire dont je parlais tout à l'heure. Donc tout ça, c'est géré par l'équipe clinique, qui en plus a aussi la responsabilité de faire produire le candidat médicament qui va être administré aux patients. Et ça se fait pas dans une cuisine, dans un laboratoire ImCheck. Évidemment, ça se fait dans des usines spécialisées avec lesquelles il faut composer au jour le jour. Donc voilà le quotidien. Bon, mon quotidien, il est évidemment un peu différent, celui de mon directeur financier et directeur du business development aussi. Nous sommes plus des financiers, business developers, etc. Mais donc tout ce monde, ces 50 personnes, travaillent vraiment ensemble de manière assez proche, au concours de cette grande mission dont je vous ai déjà parlé. Et alors, si on se focalise un tout petit peu sur le R que vous avez mentionné, quelque chose qui est pour moi assez dingue, c'est comment est-ce qu'on décide de choisir une voie, d'essayer une hypothèse plutôt qu'une autre, et comment est-ce qu'on va parvenir à rester créatif, innovant, à pas se décourager sur ces démarches qui peuvent être très long terme. Alors d'abord, oui, je pense que ce sont les scientifiques des équipes d'ImCheck, mais de manière générale, les scientifiques, et d'ailleurs qui ne sont pas forcément dans le domaine de la biotech, sont souvent issus du monde académique. Donc d'abord, ce sont des gens qui ont fait des études, peu importe, en école, en université, etc., et qui, pour certains d'entre eux, développent un parcours ou suivent un parcours académique. Donc des chercheurs plus fondamentaux, d'imaginer, de créer des hypothèses. Donc ça, c'est vraiment la partie académique dont nous sommes, encore une fois, très proches, puisque nous en sommes issus. Et puis, ensuite, il faut avoir les moyens de pouvoir tester ces hypothèses chez l'homme, et donc chez les patients, de pouvoir apporter un espoir de guérison à des patients. Et donc ce passage-là, on est plus dans le domaine académique, on est vraiment dans le domaine de ce qu'on appelle le drug development, donc le développement de médicaments, qui est un métier très spécifique, avec ses propres règles, processus, etc. Et donc là, vous avez des gens qui peuvent venir du monde académique, qui peuvent complètement embrasser ce nouvel univers, on en a chez ImCheck, ou des gens qui viennent spécifiquement de ce monde-là, qui peuvent venir d'autres sociétés de biotechnologie, d'autres sociétés de pharma. Nous avons aussi ces exemples chez ImCheck.
Mais les deux concourent au même objectif, mais font un métier différent. C'est compliqué parce qu'ils ont besoin les uns des autres. Les cliniciens, les gens qui développent les médicaments chez les patients, ont évidemment besoin de connaître complètement et d'être complètement impliqués dans les datas qui sont générées en amont. Et les gens qui sont dans la recherche, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à travers le cycle vertueux du translationnel, veulent évidemment voir en quoi se transforme leur hypothèse scientifique chez l'homme. Donc vraiment, ce sont deux mondes pas du tout étanches, complètement imbriqués l'un dans l'autre, mais chacun avec une mission spécifique. Et alors justement, comment est-ce qu'on fait pour que ça marche ? Quelle est la culture d'entreprise que vous avez cherché à mettre en place chez ImCheck ? Et comment est-ce qu'on fait pour la maintenir dans une démarche de forte croissance et quand on a des objectifs qui sont aussi ambitieux que les vôtres ? Donc vraiment, magnifique question. Je pense que le mot immédiat qui me vient à l'idée et que j'ai essayé de mettre en œuvre dès que je suis arrivé chez ImCheck, c'est la collaboration. Ça vous semble évident que je le dise. C'est pas toujours évident. Ouais. C'est pas toujours évident c'est un travail de tous les jours, la collaboration. Non. C'est-à-dire que quand on vient de différents mondes et que tout le monde se rencontre, la collaboration n'est pas une évidence. La collaboration, ça se décrète pas comme ça. Donc ça demande j'allais dire de la compréhension, de l'acceptation et de l'adaptation. Donc en permanence, les équipes d'ImCheck, quelle qu'elle soit, puisque moi-même qui ne suis ni scientifique, on l'a pas dit, mais ni médecin ni pharmacien par exemple, ni chercheur, je dois quand même comprendre de quoi on parle. Enfin, à minima, vous pouvez l'imaginer. Donc, j'ai besoin de collaborer avec mes collaborateurs pour comprendre et préparer le coup d'après. Pour notamment structurer la stratégie de la société, lever des fonds, etc. Et de la même manière, les gens de la recherche chez nous, au laboratoire, ou les cliniciens ont besoin de savoir quelles sont les orientations stratégiques qu'on compte mener. Est-ce qu'on développe une thérapie dans le domaine de la leucémie ou du mélanome, par exemple. Chez ImCheck, on a décidé de faire les deux. Mais on a par exemple des sujets qui sont encore plus vastes. Est-ce qu'on diversifie nos activités pour aller également dans le domaine des maladies infectieuses et des maladies auto-immunes ? On a décidé que oui, mais on veut aussi faire attention de ne pas déséquilibrer toute la structure pour que on fasse tout, mais on fasse tout mal. Donc il faut vraiment en permanence arriver à focusser sur les équipes, etc. Donc ça demande donc de la collaboration, ça c'est certain. Tout le monde doit comprendre et soutenir l'ensemble, et chacun et l'ensemble. Et comme culture d'entreprise, parce que c'est votre question, la deuxième chose qu'on a assez rapidement mis en place chez ImCheck et qui a grandi avec la société, c'est clairement un esprit d'entrepreneuriat. Chaque employé d'ImCheck est actionnaire de la société, et il m'arrive toutes les semaines de dire à tout le monde ou à l'un ou l'une, nous ne faisons pas que travailler chez ImCheck. ImCheck nous appartient tous un petit peu. Et en fait, ça rebranche avec ce que je disais sur l'aspect collaboratif. On n'est pas une famille, on n'est pas une bande de copains. Nous sommes tous des collaborateurs, des professionnels de notre domaine, mais avec une mission clairement. Et puis en plus, sauver des vies, il y a du sens, quoi. Donc on a tous un sens au cœur de notre mission. On sait que pour y arriver, on doit collaborer, et on sait on fait tous partie d'une équipe qui est solidaire et qui est actionnaire. Et donc, si des personnes qui nous écoutent devaient être intéressées pour rejoindre ImCheck ou pour peut-être mieux comprendre votre environnement et vos installations, comment est-ce qu'elles pourraient s'y prendre ? Alors, très simple. Nous recevons d'abord beaucoup de stagiaires, des alternants, et nous recrutons également des talents.
Donc le moyen le plus simple, c'est soit de nous envoyer un message, de nous appeler ou simplement de passer nous voir. Les gens ont aussi la possibilité de venir sonner à la porte. Je leur garantis que quelqu'un viendra leur ouvrir et s'intéressera à leur intérêt pour ce que fait ImCheck et notre domaine d'activité. Mais évidemment, un email, un coup de fil, et notamment auprès de Tracy, qui est notre directrice des ressources humaines, ou d'ailleurs, ou moi, ou n'importe qui d'autre dans la structure. On participe à beaucoup d'événements étudiants, on participe à beaucoup de conférences scientifiques ou autres, à Marseille ou dans l'écosystème régional, mais évidemment en dehors de Marseille, en France, en Europe et aux États-Unis. Il y a toujours un moyen facile de nous contacter et de venir nous rencontrer. Et votre présence ici le démontre bien. En 2024, Pierre Despnous, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI, indiquait que les économies les plus innovantes au monde étaient la Suisse, la Suède, les États-Unis, Singapour et le Royaume-Uni. Qu'est-ce qui fait que ces pays se hissent finalement en première ligne sur ces sujets, et est-ce que la France est un bon élève aussi ? Alors, oui, la France est un bon élève. Le nombre de brevets déposés a son importance, mais je pense pas que c'est pas la seule métrique que je retiens en termes d'innovation dans notre domaine. Bon. Il y a beaucoup de choses d'abord qu'on ne veut pas breveter, ou qu'on veut garder absolument secrètes, parce que de les breveter crée une publication qui peut permettre à d'autres acteurs de comprendre, de savoir ce qu'on fait. Donc c'est un choix. Donc c'est pour ça que c'est un indicateur, évidemment je ne nie pas, mais à mon avis c'est pas le seul indicateur de l'innovation. Non, ce qui me semble être beaucoup plus important et qu'on retient nous, entrepreneurs dans ce domaine, mais pas que dans le domaine de la biotech d'ailleurs, c'est le soutien financier. Et donc le cash levé et la participation des investisseurs. Et donc à ce titre, vous l'avez dit, ImCheck, on a réalisé 3 tours, le dernier était de 96 millions. Nous sommes soutenus par des investisseurs français, européens, américains. Et par ailleurs, la France, puisque c'est votre question, alors, l'Europe et la France ne sont pas à la hauteur des investissements que réalisent les fonds d'investissement américains, qui lèvent des fonds beaucoup plus gros et qui investissent des tickets également beaucoup plus importants par société. Mais, notamment en France, où je pense que clairement on est en lead de l'Europe sur ces sujets, les fonds deviennent désormais beaucoup plus gros et les tickets également beaucoup plus importants, à l'image de la dernière levée de 96 millions que nous avons réalisée l'année dernière, en 2022. Donc ça me paraît un élément important. Et puis je reviens à ce que vous disiez, l'État français est au soutien de toutes ces entreprises. France 2030, 54 milliards, dont 7 milliards et demi pour la santé. Et notamment sur les créneaux sur lesquels nous sommes présents. Le crédit d'impôt recherche. À peu près 30%, alors c'est une règle de calcul rapide parce que c'est un peu plus complexe que ça, mais à peu près 30% des dépenses de R&D que nous réalisons, plafonnées à un montant qui est assez haut, nous reviennent sous forme de crédit d'impôt. Les jeunes entreprises innovantes bénéficient d'un certain nombre de dispositions, les jeunes doctorants, etc. Et donc, en accumulant ces aides à l'innovation, vous arrivez à construire un environnement, un écosystème favorable, plus favorable que ce que vous voyez dans les autres pays européens, et certainement aux États-Unis, en France. Et donc pour moi, c'est un des marqueurs, à mon avis, importants de l'innovation. Et alors pourquoi est-ce que c'est primordial pour la France que ces accompagnements ne baissent pas ? Alors c'est pour continuer à soutenir cet écosystème. Donc vous avez beaucoup de sociétés naissantes qui sans crédit d'impôt recherche tout simplement seraient possiblement amputées de à peu près 30% de leur capacité d'investissement dans de l'innovation.
encore une fois, ce sont des grandes règles, parce que les choses sont un peu plus complexes dans le détail, mais pour marquer les esprits. Donc tout ça est absolument critique et d'ailleurs relayé par à la fois tous les investisseurs, les chefs d'entreprise, les pôles de compétitivité. Il y a un pôle d'ailleurs dont je fais partie ici à Marseille qui s'appelle Eurobiomed et donc tous ces acteurs, s'ils venaient à disparaître, toutes ces aides, si elles venaient à disparaître, eh bien, je pense que je citerai pas de pays en particulier, mais mais la France probablement descendrait dans l'échelle de l'innovation et donc de capacité à créer des sociétés, à créer des emplois, à attirer des capitaux, etc. On a une recherche quand même exceptionnelle en France, académique. Vous avez parlé de l'INSAM tout à l'heure, vous avez oublié de dire d'ailleurs que Daniel Olive est également une part de ses activités liées au CNRS. Donc tous ces instituts de recherche produisent une masse d'innovation absolument énorme et que le monde entier nous envie. Alors, dans la gueule de l'emploi, on aime bien toujours parler de territoire. Effectivement, on n'a pas toujours conscience, mais à Marseille, on a la chance de compter des acteurs qui sont extrêmement importants sur ces enjeux de biotechnologie, et d'avoir la présence effectivement d'un cluster. Qu'est-ce qui a permis le rassemblement de ces structures ? Alors, d'abord, la volonté des entrepreneurs et des académiques, parce que sans notre volonté, il se passe pas grand-chose, et le soutien de l'État. Je pense que vous faites référence en particulier au biocluster, au Marseille Biocluster, le MIB, qui est un groupement, un consortium monté par les académiques, les instituts académiques, donc au titre duquel vous retrouvez l'université d'Aix-Marseille, l'APHM, l'Institut Paoli Calmette et bien d'autres, et ce qu'on nomme des industriels. Moi, je me qualifie pas encore d'industriels, mais des sociétés comme Inet Pharma, Imcheck, Verasite, qui sont des acteurs importants du domaine, et bien d'autres. Et toutes ces sociétés, toutes ces volontés, d'une certaine manière, s'agrègent pour dire on peut faire plus fort, plus vite, plus grand, etc. Et donc cette ambition a été exprimée dans le cadre de France 2030 et a été retenue. Donc il y a plusieurs clusters de santé en France. L'immunothérapie, qui, je le répète, ne concerne pas que la recherche contre le cancer, les maladies infectieuses et les maladies auto-immunes, et positionné entre Marseille et Montpellier. Et donc voilà, doté de 100 millions. Et donc tout cet écosystème maintenant essaye de travailler ensemble pour d'abord se créer un lieu totem, recruter des talents et développer concourir au développement de thérapies innovantes. Alors je rajoute simplement qu'à Paris il y a également un autre biocluster dans le domaine spécifique du cancer qui s'appelle le PSCC, qui fait aussi un travail formidable et avec lequel on est évidemment très en lien. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire bouger sur notre territoire, justement pour que les choses continuent d'avancer dans le bon sens et que la recherche continue de se développer ? Je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites, mais il reste évidemment encore beaucoup à faire. Je sais que votre sujet est également, les talents, les aspects RH, etc. D'attirer des cadres ou pas d'ailleurs, des talents étrangers. Peut être encore pas simple à Marseille, et je parle d'expérience. Mon directeur médical qui venait de San Diego avec sa femme et ses 4 enfants, au bout de plusieurs années, a décidé malheureusement de rentrer à San Diego. Manque d'écoles internationales. Alors je sais que les choses ont évolué depuis et vraiment tant mieux et merci. C'était pas le cas à l'époque et donc ça me manquait. Je pense qu'il y a
il y a encore beaucoup à faire, à mon avis, sur l'attrait international de la ville, de la région, même si, évidemment, tout le monde connaît le sud de la France, etc. Et moi, pour avoir vécu aux États-Unis, je pense que Marseille n'a rien à envier à San Diego, à Boston ou à toutes ces grandes villes. On a la mer, le beau temps, le centre de l'Europe et tout ce que vous voulez, des conditions parfaites, mais il manque encore, à mon avis, un certain nombre de choses. Mais je sais que les pouvoirs publics s'en occupent, l'ont à l'esprit et font avancer les choses. Avant de vous laisser filer, Pierre, on a une dernière question qu'on aime bien poser, nous, dans la gueule de l'emploi. C'est votre mantra, cette bonne pratique qui vous a suivi tout au long de votre carrière et que l'ensemble de vos collaborateurs ont forcément entendu une fois en travaillant à vos côtés. Ouais, alors je pense que je pense qu'au fond de moi, ce que je ressens en permanence, c'est franchement de rien lâcher, quoi. C'est sans arrêt. Tenir, pousser. Alors bon, ça peut avoir quelques aspects néfastes, comme en psycho on parle de sois fort. Oui, il y a des moments où il faut rester fort, dans l'incertitude, dans le doute, mais en l'occurrence l'engagement d'une manière générale, je pense que c'est un mot qui sonne bien auprès des gens qui s'occupent de RH. L'engagement. Un grand merci, Pierre Depnoux, CEO d'IM-Check Thérapeutique, pour votre temps. C'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission de la gueule de l'emploi. Chers auditeurs, vous pourrez retrouver cet entretien en podcast sur notre site internet radiojm.fr dans la rubrique La gueule de l'emploi. Nous, comme d'habitude, on se quitte en chanson. Une chanson que vous avez choisi, Pierre, de nous partager aujourd'hui. Et ce titre, c'est ? Alors, en toute modestie, Baby I'm a Star de Prince. Non pas pour parce que je me considère comme une star, mais pour son dynamisme et je pense que tous ceux qui l'entendront peuvent ensuite imaginer ce que c'est que la vie d'une société comme IM-Check. Un grand merci pour ce partage. En tout cas, on écoute ça et à très vite dans la gueule de l'emploi. Merci beaucoup.